Londres, une des deux places où se joue le marché mondial du sucre. Plus de 50 millions de tonnes s'exportent dans le monde. Un marché actuellement très bousculé puisque le gong vient de sonner pour l'ensemble du secteur. Crainte, ignorée ou préparée, la baisse de 36% du prix du sucre était inéluctable. Elle a commencé en septembre 2009. Conjuguée aux crises mondiales, cette mesure touche de plein fouet les pays producteurs jusqu'à présent soutenus par l'Union européenne et les accords mondiaux. Les plus petits, les îles à sucre, la Réunion, les Antilles ou l'île Maurice, sont doublement touchés. La baisse du cours du sucre s'ajoute à l'augmentation du coût de l'énergie dont elles sont dépendantes et à la nécessaire course à l'autosuffisance alimentaire. Dans le monde, le sucre fait partie de ce qu'on nomme les denrées sensibles. Les États peuvent les protéger et les soutenir. Mais cette période s'achève. Désormais, la canne doit être encore plus rentable. Au-delà de la production sucrière, elle devient substitut du pétrole et du charbon. Depuis 3 ans, le gouvernement mauricien prévoit ces bouleversements. Un pari difficile consistant à réduire les coûts en augmentant la production, à valoriser mieux la canne en réfléchissant à d'autres usages et échapper à la monoculture cannière. Au cœur de la capitale, Port-Louis, depuis Plantation House, la plus vieille institution du pays, construite en 1853, Jocelyn Kwok, secrétaire général de la Chambre d'agriculture, multiplie les coordinations avec tous les acteurs du secteur. C'est un choix, déjà, de développement économique, axé autour de la canne. Donc, la canne représentait déjà, à l'époque, la part prépondérante de l'économie nationale. Aujourd'hui, elle ne représente que 3% environ. Donc, cela veut également dire un développement stratégique dans toutes les autres dimensions autour de la canne à sucre. La principale, c'est la cohésion sociale qui s'est construite autour de la culture cannière. Sur le 1,2 million habitants que compte l'île, 60% de la population descend aujourd'hui désengagée. Après les vagues d'esclavage des Noirs venus du Mozambique, 2 siècles de recrutement d'Indiens en Inde ont façonné la population de l'île. C'est à travers ces vagues d'immigration et l'évolution du droit des immigrés que s'est écrit l'histoire du sucre et de Maurice, comme elle est retracée à l'Aventure du sucre, un superbe musée. La crainte des épidémies assombrissait le trajet. À leur arrivée, chaque groupe d'engagés se présentait chez le protecteur des immigrants pour un examen préliminaire. Ils étaient librement admis au dépôt dont les marches à franchir étaient le symbole de l'entrée dans un nouveau monde. L'engagé est sous le contrôle du gouvernement. Il signe un contrat de plusieurs années où il consent un des gages fixes contre garantie de passage payé, logement, nourriture et assistance médicale. On peut voir sur les portraits de l'époque le fameux Tin Ticket. Le précieux ticket d'immigrant sous forme d'une carte en fer-blanc ou d'un disque d'identification suspendu au cou ou attaché au bras. La liberté d'aller et venir était restreinte aux limites de la propriété sur laquelle il travaillait. Jusqu'à 1844, le recrutement se fit par des agents expédiés en Inde par les employeurs mauriciens. Mais à cette date, on passa au système Le sucre a garanti la prospérité industrielle du XVIIe au XIXe siècle. Désormais, les petites usines ont fermé leurs portes et répondent non plus à l'économie familiale, mais aux contraintes d'un marché mondial. Pourtant, Maurice, malgré sa petite taille et les problèmes des marchés du sucre, se maintient parmi les producteurs mondiaux qui comptent, même si elle est loin derrière, l'Inde, le Brésil et le Mozambique.
Sur les places financières, on scrute les cours sous la crise. Nous sommes à Londres, au siège du groupe Charnikoff, l'un des plus grands groupes financiers travaillant sur les marchés à terme de matières premières. 8 millions de tonnes de sucre s'y échangent annuellement. Toby Cohen, son directeur, nous plonge au cœur d'un univers beaucoup plus silencieux que les anciennes places boursières. Les technologies aujourd'hui nous permettent de travailler sur nos écrans. Il y a 20 ans encore, le marché du sucre se faisait physiquement sur les places boursières de Londres, Paris et New York. Dans cette pièce, nous observons les producteurs et les consommateurs. À cette place, les courtiers suivent le cours du sucre blanc et roux. Au centre de la pièce, ici se font les échanges mondiaux. Les courtiers sont installés selon la région dans laquelle ils travaillent. Afrique, Moyen-Orient, Europe. Aujourd'hui, le marché mondial est dominé par le Brésil, premier producteur, et l'Inde, le deuxième, mais le premier consommateur. Ce sont vraiment les événements qui se passent dans ces deux pays qui dictent le marché mondial. Et c'est à cause des exigences du géant brésilien que l'Europe a dû abandonner ses aides aux pays producteurs. Aides assurées soit dans le cadre de la politique agricole commune pour les DOM par exemple, soit dans le cadre des accords de Lomé et du protocole sucre pour l'île Maurice. Dès les années 70-80, l'Europe garantissait un prix d'achat supérieur au prix mondial européen. Il y a toujours du protectionnisme quand le sucre est de la partie. Le protectionnisme a été réduit au fil des ans. Un des plus grands exemples est le bouleversement du régime européen du sucre actuel. Je crois que la fin du protocole sucre, on pouvait le prévoir certainement, et les signes avant-coureurs étaient assez évidents. Le cas devant l'OMC mis par le Brésil, l'Australie et la Thaïlande, et la pression bien sûr sur le marché européen avec une surproduction. C'était devenu une évidence, et je crois que dans ce contexte, les partenaires européens, la Commission et l'Europe en général, ne nous a jamais lâchés en quelque sorte. Et nous avons décidé de rester dans le sucre. Que pouvait donc offrir la canne de plus que du sucre ? Depuis quelques années, le monde a les yeux rivés vers le Brésil, premier producteur mondial de sucre. Il produit également de l'éthanol à partir des alcools de canne qu'il utilise comme carburant. Il fait fluctuer les prix et les cours mondiaux. Quand le sucre est au beau fixe, il produit plus de sucre. Quand le prix du pétrole est bas, il produit en priorité de l'éthanol. Chaque grande crise pétrolière touche de plein fouet les îles, totalement dépendantes de leurs importations. Et chaque crise de l'énergie réveille chez elles le rêve de l'autonomie offerte par le modèle brésilien. Mais on oublie que le Brésil est riche d'une superficie cannière de 5 millions d'hectares, équivalente à la surface de l'Europe des 25 réunis, et qu'il produit plusieurs millions de tonnes de canne, des échelles hors du commun. À Maurice, la canne a été le pivot de l'économie de l'île. Depuis 2 siècles, cette plante, apportée par les Hollandais, a conquis les sols volcaniques. Là, le sucre est arrivé presque en même temps que l'homme. On lui doit toutes les richesses. Les saisons de coupe règlent encore le rythme de la vie. Le sucre, c'est l'équilibre et le cœur de la société. Puisqu'à Maurice, la canne est omniprésente, pourquoi ne pas lancer un plan éthanol à l'image de celui du Brésil ? Avec 1 300 000 habitants et la plus forte densité du monde, Maurice est en plein essor économique.
Elle a gardé quelques traces de son passé colonial britannique. Ici, on roule encore à gauche. Son parc automobile est en constante extension, puisque l'on compte 15 000 nouvelles immatriculations par an. Il suffit pour se rendre compte de cette croissance de passer un week-end au bord du lagon, à Grand-Bay par exemple. Au cœur d'une belle anse en fer à cheval, la zone est devenue un haut lieu du tourisme. Il y a encore 50 ans, les familles mauriciennes venaient y passer leurs vacances et camper comme elles le font encore le week-end. Les deux roues sont les rois. Ils représentent encore moitié du parc de véhicules. Tout ce petit monde roule avec un carburant tellement mal raffiné que partout, et surtout derrière les bus et les camions, s'élèvent de gros nuages noirs de pollution. Grand-Bay est devenue une ville où l'on se bouscule le dimanche dans une belle ambiance, mais le bord de mer est saturé de voitures et la circulation y devient infernale. Pour échapper à l'augmentation du coût des carburants au moment de la flambée pétrolière, Maurice a voulu se lancer dans un plan éthanol pays. Dans le sud de l'île, à Rosebel, déjà une installation fabriquée de l'éthanol industriel. C'est l'usine Alcolis. Elle est dirigée par le groupe Roland Morel. On y convertit toute la production mauricienne de mélasse, c'est-à-dire les résidus de jus de canne, en éthanol brut à des fins industrielles. Un éthanol pur aux normes internationales. Les spécialistes reconnaissent sa pureté à la vue. Plus il est clair, plus il est pur. Transparent, il atteint 90%. 30 millions de litres environ sont exportés chaque année vers l'Union européenne, pour la fabrication des solvants, des peintures, des aromatisants ou des produits pharmaceutiques. Derrière ce projet, un homme, Alexandre Roland Morel, aventurier, parieur. Il maîtrise bien la fabrication des dérivés du pétrole et propose aux autorités de se lancer dans le projet de l'E10, c'est-à-dire de fabriquer de l'éthanol mélangé à 10% d'essence. Le 2 mars 2006, officiellement, on annonce la modernisation de la production d'éthanol et son augmentation. L'ensemble de l'opération a été soutenu par le groupe Total, qui fête les 50 ans de son installation dans l'île. Il propose un test de distribution d'essence. Une pompe est habillée en canne à sucre et pendant 3 mois, l'agrocarburant va être évalué dans une trentaine de véhicules de différentes marques et de différentes puissances. Mais le prix de l'essence augmente à nouveau. Le groupe Total se retire, préférant réinvestir dans le pétrole. Trop d'obstacles économiques et techniques se dressent sur la route de l'E10. Nous avons quand même à Maurice un parc automobile relativement vieux. Je vais dire 60% des véhicules sont âgés de plus de 5 ans. C'est déjà un facteur, disons, limitatif. La conversion vers le 10 est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait l'imaginer pour les voitures. Ce n'est pas par exemple l'introduction du sans-plomb à l'époque. L'introduction du sans-plomb demandait simplement une adaptation en termes d'un pot catalytique, etc. Et un choix plutôt facile, vu le coût. Cette fois-ci, pour le 10, c'est une grosse décision. Ça n'a pas marché. Donc, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Les chauffeurs de taxi que nous avons rencontrés se disent avoir été très intéressés par l'expérience, surtout vu la qualité des carburants dont ils disposent à Maurice. Parce que même l'essence qu'on a aujourd'hui, c'est pas trop bon, c'est pas bien raffiné. Hein. On a des problèmes avec le moteur, il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas. Même le diesel, ça fume beaucoup ici à Maurice. Oui. Le même diesel qu'on met dans les tracteurs, le même diesel qu'on met dans les voitures, le même diesel qu'on met dans les bus,
C'est les mêmes. Et même, il n'y a pas 2 ou 3. C'est pas pareil comme en France. On a super, 1, 2, 3. Et les prix sont variés. Disons, vous allez, c'est Total un prix, vous allez, c'est Caltex un prix. Ici, non. Où vous allez, c'est le même prix. Il n'y a pas de diesel 2 ou 3 qualités. Ils aimeraient également y voir clair quant aux impacts de l'éthanol sur leur moteur. Et pour cela, ils attendent les résultats des tests. On attend, mais ça fait 1 an, on n'a pas de réponse, on n'a rien. On ne sait pas si... Vous aimeriez bien avoir les réponses? Oui, si ça abîme le moteur, ça ne vaut pas la peine. C'est ça le problème. Parce que les pièces de rechange, nous, on a tout ce qui est d'imitation, l'original, à l'argent, c'est hyper cher pour nous. Alors, c'est mieux de rouler plus cher, le moteur, c'est mieux. Vous voyez, on ne sait pas. Le plan éthanol se heurte donc techniquement à la réalité du parc automobile. Les voitures, pour la plupart issues d'un marché de seconde main venues d'Inde, de Corée ou du Japon, sont moins bien adaptées que le parc brésilien aux agrocarburants. Les modèles s'importent difficilement. Économiquement, d'autres obstacles se dressent. Pour utiliser l'éthanol dans les voitures, il faut le débarrasser en totalité de son eau, le déshydrater. Est-ce que nous allons opter pour la production de l'éthanol hydraté ou déshydraté? La différence est énorme en termes de coût de production. Donc il y a des choix à faire. Nous exploitons d'autres pistes. Carrément mettre en place une politique d'introduction de ces fameuses voitures flexifuels qui existent au Brésil. Seule solution aujourd'hui, car seuls ces véhicules circulent avec de l'éthanol plein d'eau. Et aucun industriel n'est prêt aujourd'hui à investir 60 millions dans une usine de déshydratation. Alors Lille envisage de changer peu à peu l'origine du parc en s'appuyant sur l'importation des voitures brésiliennes. Les rêves de production d'éthanol à la brésilienne se sont donc brisés. Ils se sont heurtés aux fluctuations des cours du pétrole et à un parc automobile inadapté. La vieille usine a fermé ses portes. Mais l'île ne s'avoue pas vaincue. La distillation du sucre en alcool est un potentiel économique certain. Pour l'instant, le plan E10 bioéthanol est suspendu et l'idée continue de tracer son chemin. L'appareil de distillation va être transféré sur le site de Saint-Aubin, à 2 pas de la plus moderne usine de l'île, Savannah, rebaptisée La Baraque. Les cuves restent à Rosebel pour les stockages, car on poursuit la fabrication de l'éthanol industriel en attendant d'autres solutions. Pendant ce temps, les sucriers continuent de moderniser le secteur. Le développement d'un secteur, quel qu'il soit, dans n'importe quel pays où il se trouve, est étroitement lié à l'apport des opérateurs privés. Okay? Donc dans le cas de Maurice, nous avons la chance d'avoir des opérateurs privés qui se sont fait la main dans ce secteur et qui sont aujourd'hui bien armés pour, allons dire, trouver d'autres voies de développement. Dans cette jeune république qui se plaît à rappeler qu'elle a choisi la libre concurrence, les investisseurs ne se font pas rares, notamment dans le secteur du sucre. Savannah en est l'exemple. Ses capitaux sont répartis entre l'État, le secteur privé et des partenaires stratégiques étrangers de grands groupes, comme Zuckerer, le groupe allemand, un des leaders du marché mondial. Au fil des restructurations, la vieille fabrique est devenue un monstre d'acier et de technologie. Elle vient d'être rebaptisée Groupe Omnican La Baraque. Elle s'impose déjà au palmarès des bons élèves pour l'avenir. Tout y a été pensé pour réduire les coûts de production et optimiser les économies d'énergie. Jusqu'en 2007, elle produisait 350 000 tonnes de sucre. Grâce à ses nouveaux équipements et sa nouvelle organisation sociale, elle assure désormais une production d'1 100 000 tonnes. Avec la nouvelle perspective, on essaye d'optimiser
c'est de planter la canne de la manière la plus intéressante possible. Et là, par exemple, on se dit, écoutez, on a un excédent de bagasse. Hein, dans le schéma traditionnel, vous avez un excédent de bagasse qui est une source de pollution. Hein, et cet excédent de bagasse, pourquoi ne pas l'optimiser ? La bagasse énergie, c'est un plan qui roule. Depuis les années 1980, les pays producteurs de sucre l'utilisent comme combustible. Quand les cannes arrivent, elles sont déchiquetées, découpées, morcelées par les couteaux avant d'être broyées. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes venues de toutes les régions, mais surtout de Mahébourg, passent par les broyeuses de Savannah. Les 150 usines de transformation se sont concentrées. Il ne reste que 4 grands centres dans l'île. Les fibres issues des cannes, c'est la bagasse. Jadis sous-produit, elle va devenir source d'énergie. Nous avons suivi la transformation de la canne. À la sortie des grands broyeurs, s'écoule le premier jus sucré. Il est encore chargé de plein de résidus. Ce jus va être clarifié, évaporé, cuit et transformé en sucre roux. Reste la bagasse, à 90% d'humidité. Pour la débarrasser de son dernier jus, jadis on l'a roulée dans d'énormes rouleaux actionnés par des roues. Une étape très énergivore. Désormais, par souci d'efficacité, toutes les phases de production ont été revues et corrigées. Un tapis achemine les fibres vers un superbe diffuseur de 60 mètres. Nous avons choisi ici pour des raisons d'économie d'énergie, la diffusion plutôt que des moulins. Guy est fier de sa nouvelle usine. Le diffuseur, il est complètement fermé. On essaie de garder toute l'énergie à l'intérieur. Suivons ce long tuyau de 60 mètres. Durant 1 heure, la canne défibrée avance, se sépare de son dernier jus et constitue un matelas de bagasse de plus en plus asséché. Savannah est la seule sucrerie régionale à posséder cet outil. Les 4 grandes usines de l'île tournent encore à l'ancienne. Il y a 4 ou 5 usines qui vont opérer cette année-ci. Avec des moulins traditionnels, ils ont entre 5 à 8 moulins pour faire le travail que notre diffuseur fait. La bagasse est prête à être brûlée parce qu'elle contient entre 49 et 50% d'humidité, ce qu'une chaudière normale peut très bien brûler. Produire uniquement du sucre à partir de la canne, c'est n'utiliser que 10 à 20% de l'énergie contenue dans la plante. Alors, depuis 1920 et en pionnier, Maurice s'est lancé dans la cogénération des centrales thermiques qui fonctionnent au charbon et à la bagasse. Pour l'instant, la nouvelle centrale thermique évite l'importation de 200 000 tonnes de charbon venu du Mozambique et l'émission de 650 000 tonnes de CO2. Devant nous, là, on a donc le transporteur à bagasse, là, donc, qui amène la bagasse jusqu'aux chaudières. Et puis on voit en dessous, le gros tuyau que l'on voit, c'est le tuyau qui renvoie la vapeur sortie des chaudières et de la turbine vers la sucrerie qui est au fond là-bas. Hein. Pierre Seigné dirige la centrale de Savannah, après 35 ans passés au charbonnage de France. Il a été associé à la réalisation d'autres grosses centrales bagages charbon, à la Guadeloupe et à la Réunion. La bagasse devient la seule source d'énergie qui fait tourner la sucrerie en perpétuelle croissance. Et l'usine de cogénération revend à la CEB, la compagnie d'électricité locale, ce qui permet de couvrir 30% des besoins en énergie de l'île. Mais on prévoit sur l'île une augmentation de la consommation électrique de 60% en 2012. La bagasse suffira-t-elle ? Tout dépend de la demande du réseau. Hein. S'il demande un peu plus, eh bien on peut répondre en augmentant un peu la part de charbon. La part de bagasse, quasiment, on est au maximum. On voit la bagasse qui rentre dans, vous voyez, les goulottes là. Hein. Vous voyez, sur chaque chaudière, on a comme ça 6 descentes, 6 chutes qui permettent d'alimenter la chaudière. Très sollicitée cette bagasse.
on lui dessine déjà un autre avenir. Être demain la source de la seconde génération de carburant, non plus issue de l'éthanol sucre, mais de la fermentation des fibres. Une solution qui anime déjà les choix industriels et que nous résume Pierre Sagnier. À partir de la canne, on a deux possibilités. Il y a du jus et de la bagasse. Le jus permet de faire du sucre et donc de l'éthanol. À partir de la mélasse. Et puis ici, donc, on produit de l'énergie par combustion. Voilà, en faisant donc de l'électricité sur le réseau. Ça, c'est le procédé classique. Au lieu d'avoir ici la combustion du sous-produit de la canne à sucre et la bagasse, je vais avoir ce qu'on appelle un gazogène. On injecte, je dirais, de l'oxygène, on injecte de la vapeur, mais on fabrique un gaz de synthèse. On fabrique, en quelque sorte, je dirais, l'éthanol à partir, non pas de l'alimentaire, l'alimentaire il reste là, mais on fabrique à partir de la fibre et on fait à ce moment-là un gaz de synthèse et on fabrique de l'éthanol. Aujourd'hui, les besoins sont satisfaits. Tous les habitants sont raccordés au réseau. Mais demain, y aura-t-il assez de bagasse et faudra-t-il la payer aux planteurs? On n'a pas de prix de la bagasse. C'est ça la clé de tout le problème finalement. La bagasse est toujours considérée comme un sous-produit polluant en plus. Or, à partir du moment où on l'utilise comme énergie, elle prend forcément une autre valeur. Cette dimension énergie verte apporte finalement ce revenu qui n'est pas irréel, il est bien réel. Donc aujourd'hui, et de plus en plus dans un certain nombre de pays, les agriculteurs vont demander une rémunération plus juste de la bagasse. À La Réunion, forcément, et au Brésil également. Pour l'instant, les travailleurs du sucre prennent la crise de plein fouet. Si les aides européennes sont investies dans les efforts de modernisation, il est hors de question d'augmenter leurs revenus. À Richanneau, comme dans toutes les anciennes sucreries de l'île, le bourg subsiste, mais la cheminée s'est éteinte. Les ouvriers les plus âgés, qui ne bénéficient d'aucune protection sociale, coupent encore à la main les terres qui n'ont pu être mécanisées. Plus pour très longtemps. Mais d'après météo, les périphères aujourd'hui, dimanche plus bon, dimanche aussi pour bon. Lundi, nous ne connaissons pas. Mais là, moi, je vous dis brille pour des jours, mais malheureusement, week-end, moi, je vais dire brille pour lundi aussi, ça coule là. Non. Guy Verdier est directeur des travaux sur le plus vieux domaine de l'île, Richanneau. Ce champ, lui, n'a pas été mécanisé à cause du coût de l'épierrage de ce champ. C'est un champ très rocheux. Nous avons préféré, les dernières années, commencer par des champs moins coûteux à aménager. Il y a aussi le fait qu'il nous reste encore des travailleurs qui doivent couper la canne en période de coupe. Donc on est obligé d'avoir une partie de la culture de la canne qui restera en manuel. Il y a aussi le fait que le prix du sucre baissant de 36% à partir de cette année-ci, nous ne pouvons pas nous lancer dans une mécanisation coûteuse. L'épierrage de ces champs coûterait des millions de roupies et nous préférons remettre à plus tard en espérant des années meilleures pour pouvoir mécaniser ces champs-là. Mais aussi attendre aussi qu'une partie de la main-d'œuvre s'en aille. Alors là, vous voyez un travailleur qui nettoie la canne. L'emphase est mise cette année-ci sur la propreté de la canne rendue à l'usine. La raison est simple, c'est que dans les années passées, jusqu'à cette année-ci, l'île Maurice produisait du sucre roux qui partait en Europe pour être raffiné en Angleterre. Et pour raffiner du sucre blanc, il faut que la canne soit très propre. Donc cette année-ci, l'emphase est mise surtout sur la coupe manuelle, que les cannes rendues à l'usine soient le plus possible nettoyées, qui veut dire moins de paille, moins de terre. La paille, ce sont les feuilles. Rien à voir avec la bagasse, qui est la fibre de la canne. Le brûlage, c'est un des moyens d'éliminer la paille, mais en même temps, c'est pas très écologique. Donc, il faut passer vraiment à du dépaillage manuel. Mais il y a aussi de nouvelles variétés de cannes qui sont plantées depuis quelques années,
qui sont des variétés qu'on appelle autodépaillants. Ça veut dire que la paille de canne, quand elle se dessèche, elle tombe au sol, et elle ne reste pas collée à la canne. Et quand le travailleur, le coupeur, vient pour couper la canne est beaucoup plus propre. Là, vous voyez une variété de canne qui n'est pas autodépaillant, donc le travailleur a besoin de nettoyer ces cannes pour transporter le moins de paille possible. La richesse sucrière traditionnelle de l'île, ce sont les sucres roux, une niche que l'on entretient avec soin. Alors, moi, je suis barman. J'exerce au marché à peu près une 35e d'année, mais j'aime le marché avec les parents, les grands-parents, je suis toujours là. J'ai tant aimé travailler avec les Mauriciens, plus que les Européens, sans oublier le monde entier. On a une grande espèce de sucre. Là, c'est une sucre qui est d'origine de l'île Maurice, mais très grosse, bien épaisse pour le thé, pour le café, pour tous les liquides. Ça, c'est très bien. Une deuxième, c'est pour les tades. Casaneux ambré, c'est pour les tades, les pâtes, les crêpes. Une deuxième. Et puis vous aurez le sucre granulé de riz. Très raffiné pour faire parfumer la vanille. Et puis saisonnade cuivrée pour faire les caramels, pour fabriquer une ponche. Et la dernière, sucre à la café. C'est marqué là-dessus, Richter, île Maurice. Plus de 14 sortes de ces sucres roux partent vers les rayons spécialisés des magasins de luxe à des prix assez élevés. Ils sont pratiquement exportés en totalité vers les USA et l'Union européenne. Les Mauriciens auraient bien du mal à les trouver sur place dans les épiceries, en dehors des circuits touristiques. Nous gardons jalousement nos secrets de fabrication sur ces différents sucres spéciaux et nous en faisons donc un peu de nos produits porte-drapeau. Non, rassurez-vous, ce n'est pas un produit pour touristes. Ces produits sont fabriqués en grande quantité, environ 60 000 tonnes couramment. On envisage de monter jusqu'à 80 000 tonnes et plus tard, on ambitionne également d'augmenter à nouveau cette part de production de sucres spéciaux pour aller au-delà des 100 000 tonnes. Une certaine valeur ajoutée, intéressant pour l'instant et que nous espérons pouvoir développer davantage pour les rendre plus indépendants des cours du sucre. Ils sont fabriqués directement à la raffinerie. Oui, Bellevue se spécialise ailleurs dans la production de sucres spéciaux. Ces sucres roux de qualité fabriqués sur l'île sont sa richesse. Maurice espère atteindre une production de 100 000 tonnes, ce qui la positionnerait aux côtés du Malawi, de l'Inde et du Zimbabwe, qui sont parmi les plus grands fournisseurs de sucre roux de l'Europe. Jusqu'à présent, seuls les surplus au prix garanti étaient envoyés à Londres et en Europe pour être raffinés en sucre blanc. L'Europe n'octroyant plus d'aide, les industriels ont réagi. Ils ont relocalisé la raffinerie sur Savannah. Sur les 36% de pertes sur le cours du sucre, ils espèrent récupérer au moins 20% grâce au raffinage. Serge Gavier nous guide à travers les travaux. Dans 30 jours, le chantier devra être achevé. Le sucre produit à Maurice sera désormais raffiné à Maurice. La capacité de la raffinerie a été déterminée en fonction de notre production annuelle, mais aussi en fonction de la demande du sucre sur le marché européen. La crise Maurice l'a donc anticipée, en renforçant son autonomie. Dès 2005, Omnican a cherché de bons partenaires pour construire sa raffinerie. L'Europe, spécialisée dans le sucre de betterave, n'a pu répondre à ces attentes.
L'île s'est tournée vers des partenaires brésiliens qui ont l'habitude de raffiner du sucre roux. Ils sont devenus les bâtisseurs de Savannah. En relocalisant production et transformation, Omnican se passe désormais des grossistes de Londres. Une fois raffiné, le sucre partira de l'usine en container. Nouvelle modernisation, cette fois dans les transports, économie de carburant et réduction d'émissions de CO2. Pour l'instant, on remplit encore les camions et en période de coupe, l'île supporte leur intense va-et-vient. Ils partent des usines vers le terminal portuaire. Vous avez 6 containers, chacun d'environ 6 tonnes de sucre. Et donc ils vont à Port-Louis, où le sucre est embarqué en vrac, principalement pour l'Europe. Le raffinage aux normes européennes impose d'énormes contraintes. À l'arrivée de la canne dans les camions, des prélèvements sont effectués. Ils sont destinés à mesurer le taux du sucre dans les cannes et chaque livraison est rémunérée selon cette teneur. À la sortie de l'usine, à l'issue du raffinage, on vérifiera si le sucre est bien d'un blanc pur, débarrassé d'impuretés, et si son taux correspond à la perfection aux normes définies. Au MSIRI, un des plus gros centres de recherche sur la canne, les chercheurs tentent de répondre aux besoins de l'industrie. Traditionnellement, ce qu'on recherche pour l'industrie, ce sont d'augmenter le rendement sucre à l'hectare. Donc quand on produit une nouvelle variété, il faut que cette variété soit résistante aux maladies qui prévalent dans les régions où cette variété sera appelée à être cultivée. Mais il n'y a pas que les maladies, bien sûr, parce que là, il y a aussi ce qu'on appelle les dates de coupe. Parce que nous récoltons la canne, fait 6 mois, et nous avons besoin des variétés qui mûrissent plus rapidement pour le début de coupe, pour le milieu de coupe, pour en fin de coupe. Donc, ça veut dire que différents types de variétés. Noël Goviden est à la tête d'une des plus belles collections de gènes du monde. Là grandissent les cannes, qui seront choisies pour plus de rendement, plus de sucre ou plus de bagasse. Nous avons un programme qui va s'orienter pour produire des cannes à multi-usage. Ce qu'on voit, c'est un peu la nouvelle collection que nous avons apportée des Barbades. Ce sont des Saccharomyces spontaneum. C'est de là que nous voulons puiser les gènes pour pouvoir augmenter la fibre de la canne, pour produire la biomasse de la canne, la matière première de la canne future. Sur une terre déjà presque totalement dévolue à la canne, Maurice va devoir trouver les moyens de produire plus. Déjà, elle mange les villes et les routes et monte à l'assaut des montagnes. Pour répondre à la demande, on mécanise au maximum, en gagnant des terres au volcan et à ces vieilles coulées de lave refroidies. Pierre, c'est une île volcanique, on aura toujours. Ici, par exemple, pour les 20 parcelles, il y avait 18 routes, 20 routes qui séparaient les parcelles. Maintenant, toutes ces superficies-là sont cultivées. Il n'y a plus de chemin. Les chemins sont sous canne maintenant. Vous pouvez aller jusqu'à 50% de superficie en plus. Du moment qu'un champ passe du manuel à la mécanique, toute la préparation, les pierrages, le nivellement, tout passe en mécanique. C'est des gros tracteurs, c'est des tracteurs à chenilles, c'est des équipements lourds qui justement coûtent beaucoup d'argent. Après nous avoir fait découvrir les champs coupés à la main, Guy nous conduit sur les dernières terres mécanisées. Le domaine est à 80% sous-mécanisé.
C'est la deuxième compagnie après Médine à être la plus mécanisée de l'île et la première dans le sud. Et vous allez voir arriver la machine. Alors là, il vaut mieux que je me mette dans le champ pour ne pas déranger le mouvement. Combien comme Eurodine fait 320 voilà. Ça, 320, mais combien vous avez fait 450 ouais, mais pas de problème. Peut-être vers la fin, nous pas le faire longtemps, mais nous tellement fait, nous fait 1600. Non, Marie l'avance. À travers les champs, de nouveaux monstres sont apparus. Grâce ou à cause d'eux, 2 ouvriers en remplacent 60. Et la période de coupe est réduite de plusieurs jours. La modernisation a gagné l'île. Et avec elle, c'est la fin d'un métier, celle de coupeur de canne. Alors ici, on se trouve devant un champ qui vient d'être mécanisé. Ce bloc est passé de 100% en manuel à 100% mécanique, mais il a fallu 6 mois quand même. Et à côté, vous pouvez voir aussi la taille des pierres qui ont été enlevées de ce bloc. Vous ne voyez que quelques roches qui restent, mais il y a eu pour quand même des centaines de tonnes. Ce sont des terrains qui ont été renivelés pour permettre à l'eau, parce que nous sommes quand même dans une région très pluvieuse. Il y a ici 3500 mm de pluie par an. Donc il a fallu retravailler toute la topographie du terrain pour permettre à l'eau de s'évacuer, tout en permettant à la récolteuse de canne, qui pèse quand même 15 tonnes, de pouvoir remonter les pentes. Il ne faut pas s'enliser. Ce labeur conduisant à des terres cultivables et mécanisables présente 2 opportunités nouvelles pour Maurice. Soit attribuer ces terres à d'autres cultures, si Maurice revient sur son choix du sucre, soit au contraire, planter de nouvelles surfaces en canne plus productives et mécanisables. Un choix qui est l'objet d'un grand débat au sein de l'île, surtout depuis la crise alimentaire de 2007. La canne est là parce que les autres cultures n'ont pas pu survivre. On a eu effectivement il y a 2 ans ce débat national sur la crise alimentaire et la question s'était posée, est-ce que nous continuons à optimiser nos terres pour le sucre ou bien est-ce que nous choisissons une stratégie différente? Donc il faut se dire que pendant très longtemps et de toujours, les recettes d'exploitation du sucre ont toujours été largement supérieures à notre facture de biens alimentaires. Nous achetons et nous importons environ 75% de nos besoins alimentaires. Si, en 2007, au moment de la crise alimentaire mondiale, Maurice se pose cette question, c'est du fait de son extrême vulnérabilité. Depuis, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour relancer l'autosuffisance alimentaire, en réduisant la culture de la canne. Salut, ça va? Un propos du pain, ça là. Non, mais regarde ça là. Ça. On n'a jamais été en situation de manque ou de déficit à proprement parler, mais il y a eu une flambée des prix extraordinaire. De toutes les denrées alimentaires, puisqu'on importe, si vous voulez, une grosse partie de ce que nous consommons ici, de ce que nous mangeons, en particulier toutes les denrées de base, que ce soit le riz, les céréales, la pomme de terre, tout ça c'est importé en grande partie.
Donc, on sentait un petit peu tout ça venir. Lorsque j'ai été contacté pour ce poste, c'était avec l'objectif affiché dès le départ de trouver des alternatives au sucre et à la canne, puisqu'on savait que la réforme arrivait, on savait que l'usine allait fermer, et il y avait matière à relancer, à développer d'autres activités. Thierry Merven, descendant d'une vieille famille mauricienne, après des études d'urbanisme et d'environnement à Grenoble, est revenu au pays. Il a pris la gestion du domaine de Riche en Eau. Donc là, vous avez la plateforme de canne de Riche en Eau, qui traite toujours environ 125 000 tonnes par an, pendant la coupe de juin à fin novembre, début décembre. À droite, vous avez l'ancienne usine, qui a fermé ses portes en décembre 2006, dernière année où elle a été en opération, avant la centralisation à la baraque à Savannah. Alors ici, vous avez une vue de la propriété, du haut, de toute la propriété. Bonne partie du moins. Alors, quand le ciel est dégagé, on voit jusqu'à la mer. Riche en eau est probablement une des propriétés les plus agréables, les plus belles en termes de paysage et de contraste, hein, puisque la propriété s'étend du littoral pratiquement à une partie haute. Puis vous avez un relief très varié avec beaucoup de cours d'eau. D'ailleurs, Riche en eau porte bien son nom. On est bien arrosé, on a énormément de cours d'eau. Riche en Eau semble avoir gagné son pari de la diversification. 20% des revenus de l'exploitation viennent des productions qui ont pris la place de la canne. Poissons, gibier, culture de luxe, comme le palmiste. Là, nous arrivons sur une des seules piscicultures de l'île qui ne soit pas touchée par les maladies. Ça, c'est pour l'oxygénation de l'eau, des bassins. Donc, parce qu'ici, c'est notre site de production intensive donc de béret rouge, qui est un hybride de tilapia, du tilapia africain. Et on en produit en moyenne une douzaine de tonnes par an. Mais on va augmenter progressivement la production puisque la demande est de plus en plus importante sur le marché local. Cette année-ci, on va passer à 20 tonnes et on va comme ça augmenter progressivement jusqu'à éventuellement atteindre une centaine de tonnes. Alors, à droite, là, justement, vous avez une des réserves de chasse, vous voyez. Donc, toute cette montagne que vous voyez. Vous avez à la fois des pâturages et des parties boisées. Une ressource importante, puisque 80% de la viande consommée par les Mauriciens est d'origine sauvage. Vous avez ce qu'on appelle des cochons marrons, c'est-à-dire des sangliers. Mais ils ne sont pas très nombreux. Mais c'est essentiellement du cerf, un peu de lièvre aussi. On a aussi un peu de singes, hein, oui, et qu'ils n'ont pas chassé. Donc, oui, une grosse population mais surtout dans le chassé qui est en bas, une grosse population de chauves-souris indigènes, qui sont des roussettes, effectivement, comme disait Jimmy. Qui sont des prédateurs terribles pour les fruits. Des plantations de palmistes en face aussi, vous voyez, entre le chassé et la canne, tout ce qui est un peu plus foncé, là, le vert un peu foncé, ça aussi sont des plantations de palmistes. Alors, donc là, ici, on est à Plaine-Lise. C'est la plus grande plantation de palmistes de la propriété. On en compte environ 45 000 sur ce périmètre. Et le palmiste ici a remplacé la canne. En fait, c'était un des choix de diversification de la propriété de Riche en Eau. Tous les ans, on replante entre 25 et 30 000 palmistes qu'on commercialise pour l'instant essentiellement sur le marché local, mais avec l'objectif à terme de l'exporter aussi. Hein. Le pari de la diversification semble donc gagné. Nouveaux produits pour la consommation locale, mais aussi développement d'une agriculture industrielle avec la pomme de terre. Déjà, quelques producteurs se sont regroupés en coopérative. La pomme de terre à Maurice est produite toujours dans beaucoup d'endroits de façon assez traditionnelle, même un peu artisanale. On souhaitait, nous, apporter pas mal d'améliorations. On voulait d'abord augmenter la production de façon significative. Et pour le faire, il fallait qu'on se regroupe. Seul, ça aurait été beaucoup plus difficile. Il nous fallait quand même disposer d'une superficie assez importante. Donc ce que nous avons fait au cours des premières années, on a surtout travaillé au niveau de la production.
amélioration de la production, augmentation de la production des rendements à l'hectare. Nous avons emmené de nouvelles variétés dans l'île dans le but d'offrir aux consommateurs donc une beaucoup plus grande panoplie de variétés qui s'adaptent beaucoup mieux aux différentes utilisations culinaires. Puisque jusqu'à présent, on avait seulement 3 ou 4 variétés qui étaient produites traditionnellement dans l'île et qui étaient un peu limitées en termes de possibilités d'utilisation. Donc l'idée, c'était d'implanter un beaucoup plus grand choix. Ouais. Et ici, tu as un entier full. Richando est l'exemple de ce que tente de développer la Chambre d'agriculture sur l'île. Maintenir la rente que représente la canne, mais la faire reculer au profit de l'approvisionnement alimentaire local vers toujours plus d'autonomie. Alors là, ce sont les engrais qui sont appliqués mécaniquement. Et ici, c'est la plantation mécanique. Alors Maurice, acculé à la crise sucrière, a-t-elle relevé son pari de développement? La canne reste reine. L'économie sucrière s'est modernisée, relocalisée et alimente de plus en plus les demandes en électricité et peut-être demain le secteur du transport. Les surfaces dévolues à la canne ont reculé, laissant place à de nouvelles productions agricoles. Mais la grande guerre qui s'engage est celle de la terre, à partager entre planteurs, agriculteurs et promoteurs touristiques. Et puis, le grand oublié du plan, c'est l'environnement. Les forêts ne cessent de reculer. Les laves superficielles arrachées par la mécanisation ne retiennent plus la terre. Elles filent au lagon à la première grande pluie, entraînant avec elles les engrais. Déjà, au nord de Grand-Bay, le lagon s'envase. Or, le premier poste économique de Maurice, c'est le tourisme. Que fera l'île demain, quand ses plus beaux coraux disparaîtront et que ses lagons de rêve s'invaseront?